Je vais procéder en deux étapes. Dans un premier temps, je vous brosserai un peu un trajet personnel de ce qui m'amène à, comment dire, à pouvoir prétendre que j'ai quelque chose à vous raconter aujourd'hui. Euh, on partagera un peu sur les questions que je soulèverai à ce propos. Et puis, dans un deuxième temps, je vous présenterai un cadre théorique que je développe depuis pas mal d'années et que l'on travaille avec Sarah actuellement pour développer des outils de réflexion existentielle sur les pratiques écologiques. Donc voilà. Alors, ce trajet personnel, je pense que c'est important, surtout dans ce format-ci, de vous raconter un peu d'où je viens. Euh, je suis né il y a 55 ans dans les plaines. Non, mais j'ai un parcours d'économiste. Mes étudiants savent que c'est un parcours traumatique. Je leur en ai déjà parlé, donc ils savent que j'ai beaucoup souffert dans mes études d'économie. Mathilde, arrête de rigoler. Mon assistante Mathilde me dit que je ne parle que de mes traumatismes ces jours-ci, mais je pense que c'est à la fin du semestre, donc un peu fatigué. Euh, j'ai tellement pas aimé mes études d'économie que je me suis longtemps contenté de faire ce qu'il fallait pour réussir, d'être le bon élève, etc. Et j'ai en fait choisi de devenir prof d'économie pour pouvoir enfin explorer pourquoi je n'aimais pas l'économie. Ça fait un peu boutade, mais c'est presque ça. Et ça a marché en fait parce que j'ai pu, grâce à l'accueil à l'Université de Louvain en Belgique d'un centre extraordinaire où je travaillais, j'étais libre complètement de faire tout ce que je voulais. J'ai pu faire de l'épistémologie, j'ai pu réfléchir sur la philosophie de l'économie, etc. Et du coup, j'ai eu un parcours un peu de découverte de ce que j'appellerais un inconscient économique et écologique. Alors ça s'est fait sur 25 ans, donc ce n'est pas un truc qui se fait comme ça du jour au lendemain. Alors ça a débuté par des réflexions, une réflexion existentielle vraiment très personnelle, pour tout dire dans un cadre thérapeutique, hein, sur les liens pour moi entre la surconsommation et l'angoisse. Ça s'est présenté un moment dans un trajet thérapeutique et j'ai, comme le font les intellos, ben, ils intègrent leur propre trajet dans leur travail. Alors, parfois, et je pense que c'est parfois une bonne chose de le faire, si on arrive à le faire de manière suffisamment objective. Ça m'a mené notamment à lire les ouvrages de Ernest Becker, un anthropologue et philosophe américain, qui identifie l'angoisse de finitude mortelle, l'angoisse de fragilité du corps et de l'organisme comme une clé pour expliquer le comportement des individus et aussi la culture que nous formons. Et ça a été une découverte majeure pour moi, même si de nos jours, et on a beaucoup, Sarah travaille sur cet auteur aussi, on discute beaucoup pour savoir si on y adhère encore pleinement, c'est pas si clair que ça, mais c'est une approche un peu réductionniste, etc., qui est trop universaliste. Bref, il y a une série de problèmes, mais à l'époque, je me souviens tout à coup d'avoir cette illumination. Alors, si vous me connaissez, alors maintenant on est en confinement, donc je ne reçois pas beaucoup de monde, mais vous savez que notre logement est rempli de piles de livres partout, des murs de livres, des murailles de livres, des châteaux forts de livres, bien trop pour être tous lus au cours d'une existence humaine normale. Et à un moment, je me suis dit, mais en fait, comme le dit Becker, c'est tous ces bouquins que j'achète et que j'accumule, pour n'en lire que certains, etc., c'est mon projet d'immortalité. C'est ma manière, et un peu sous forme de boutade, je pourrais dire, si je prends le nombre de bouquins que j'ai, je prends une lecture moyenne de 3 minutes par page, ce qui n'est pas beaucoup quand on essaie d'être attentif. Je multiplie 3 minutes par le nombre de pages de chaque bouquin fois le nombre de bouquins, j'ai à peu près le temps fantasmé de mon éternité de survie, de vie éternelle. D'accord ? Donc, c'est un projet d'immortalité par la lecture. Ça doit se monter à quelques centaines de milliers d'années facilement maintenant.
Donc, je compte être là encore pendant beaucoup de millénaires pour pouvoir lire tout ce que j'ai accumulé. Bref, alors ça m'a mené de manière plus sérieuse à analyser les soubassements existentiels du capitalisme. J'ai écrit, je vous en reparlerai plus tard, et à découvrir aussi, en fait, c'est là que je voulais en venir, le vide existentiel et le vide critique de la science économique que l'on m'enseignait, que j'avais apprise et dont j'étais tellement insatisfait. J'ai pu, après 15-20 ans, enfin écrire 2 bouquins en anglais dans lesquels je disais, en fait, à mes profs, indirectement, pourquoi j'avais détesté leurs cours, alors qu'eux étaient des types super et tout, ce n'était pas la question, mais pourquoi j'avais détesté l'approche qu'ils nous apprenaient. C'est parce que les humains y étaient présentés comme des boules de billard qui n'ont ni de dimension existentielle, ni de dimension critique. C'est des espèces de machins qui bougent selon les désirs de l'économiste qui fait pencher la table de billard d'un côté ou de l'autre. Et d'avoir été soumis à ça pendant 6 ans d'études, plus un doctorat, c'était vraiment c'est une mort mentale que en fait, je vois encore agissante aujourd'hui chez beaucoup d'étudiants et de collègues en économie. Je ne leur souhaite pas, mais bon, chacun est libre de ses choix. Alors, vous allez me dire, oui, mais c'est beau, ça fait beaucoup de critiques, de vie, de mort, d'angoisse, etc. Est-ce que toute cette approche que j'ai développée est pessimiste? Alors non, en fait, parce que je mets au centre une notion que j'appelle la plasticité anthropologique, c'est-à-dire le fait que nous sommes déterminés à court terme par une série de forces intérieures, extérieures, par la forme de notre corps, ses propriétés biologiques, enfin, etc. Notre psychisme hérité, l'éducation, de nos attachements, etc. Mais nous avons aussi, évidemment, et là je touche même je ne suis pas du tout gêné de faire de l'économie en touchant aux traditions spirituelles et autres, hein, nous sommes dotés d'une capacité plus forte que nous pensons de modifier notre façon d'être au monde sans pour autant faire semblant qu'on n'a pas de corps et qu'on vivra pour toujours. Alors, ça m'a amené à développer une série de concepts. Je vais vous en parler rapidement, mais tout ça, on peut en parler à d'autres moments si ça vous intéresse, avec grand plaisir. Je pense que et quand je dis j'ai développé des concepts, c'est prétentieux. Je veux dire, tout ça, il y a plein de gens qui en parlent, mais c'est cette mise en forme particulière qui m'est venue, hein. Nous sommes tous insérés dans ce qu'on peut appeler un genre de vie, c'est-à-dire dans des pratiques spontanées qui sont guidées par des normes et des règles, des principes, des visions du monde, etc., qui sont absolument pas choisies et qui peuvent prendre la forme d'axiomes, ce que j'appelle des axiomes, c'est-à-dire des grands principes pour l'individu, mais aussi pour le collectif, qui façonnent notre inconscient. Et donc l'inconscient, il n'est pas que psychique, l'inconscient, il est socio-économique. Et ça interagit en fait. Et en même temps, donc, mais nous ne sommes pas déterminés, c'est-à-dire que nous sommes dotés, grâce à cette plasticité anthropologique dont j'ai parlé, nous sommes dotés de ce que j'appelle une capacité d'acceptation critique, qui renvoie au dicton évangélique, hein, enfin de l'évangile, pardon, pas évangélique. En Suisse, quand on dit évangélique, il faut faire attention. Parce que je ne parle pas de l'église évangélique, je parle de l'évangile, hein. Quand le Christ dit « soyez dans le monde, mais pas du monde », hein, cette fameuse phrase que j'ai toujours trouvée à la fois intrigante et stimulante, il y a l'idée que nous sommes à la fois obligés d'accepter le monde comme il est, parce qu'on n'en a pas d'autre qu'on est dedans, et qu'en même temps, on doit l'accepter, si possible, de manière critique. Et c'est cette acceptation critique que l'économie rend impossible chez les agents qu'elle modélise, parce qu'elle fait l'hypothèse dès le départ qu'ils n'en sont pas dotés. Et c'est ce qui me rendait fou pendant toutes ces années d'économie. Je me disais, mais comment est-ce possible d'enseigner des mécanismes de marché, même l'économie environnementale avec les incitations, les taxes carbone, les machins, etc., sur la base d'agents économiques qui sont absolument vides de toute capacité de réflexion et d'auto-réflexion. Alors, ça m'a mené à travailler un concept qu'alors Sarah, notamment, a aussi intégré dans ses propres travaux, ce que j'appelle le militantisme existentiel, c'est-à-dire que
il nous faut admettre, alors je suis un peu rapide et schématique, excusez-moi, hein, mais il nous faut admettre à quel point nous validons, quelque part, existentiellement le système qui, par ailleurs, nous fait souffrir. En d'autres termes, nous sommes aliénés, mais nous ne nous en rendons pas compte que nous sommes aliénés. Et la première étape, c'est d'admettre cette aliénation, c'est-à-dire d'admettre que, aussi pourri que soit notre vie dans le capitalisme globalisé actuel, ce capitalisme répond à sa façon à des besoins existentiels de sens, de colmatage de l'angoisse, de remplissage matériel, de fantasmes d'immortalité, fantasmes d'accumulation, enfin, etc. Mais pour pouvoir faire ça, il faut d'abord accepter cette souffrance elle-même, accepter qu'on est aliéné. C'est un truc, n'importe quel collègue d'HEC à qui je parle, et même en dehors d'HEC d'ailleurs, à qui je parle d'aliénation, il hurle. Mais qu'est-ce que c'est que ce concept? De quel droit dis-tu aux gens qu'ils sont aliénés? Enfin, c'est éternellement le même cirque. Comme si 2000 ans de philosophie n'avaient pas existé et qu'on découvre au milieu du XXe siècle qu'on a le droit de dire que personne n'est aliéné parce que démocratie. Parce que quand même, c'est pas correct de dire aux gens qui sont aliénés, pour qui tu te prends, enfin, etc. Or, je pense que cette notion d'aliénation, elle est tout à fait compatible avec la raison, avec la réflexion sur nous-mêmes, etc. Donc, dans notre société, il y a un profond déni et la notion... or, dans les traditions spirituelles, en plein de traditions spirituelles, y compris chez un monsieur que je trouve intéressant, même s'il est controversé, qui s'appelait Georges Gurdjieff, hein, il y a cette notion que la vie usuelle, notre vie quotidienne, normale, est un état de sommeil. Gurdjieff disait, nous sommes tous des machines endormies. Alors, ça scandalisait déjà à l'époque les gens dans les années 20. Il ne disait évidemment pas qu'on ne peut pas sortir de cet état. Et Gurdjieff avançait une notion intéressante qui est la notion de souffrance consciente. C'est-à-dire le premier pas pour sortir de l'aliénation, c'est de se rendre compte qu'on est aliéné et d'accepter que ça nous fait souffrir et qu'on est là-dedans pour le moment. Et que sans se rendre compte de ça, on va simplement défendre le système tel qu'il est, s'y inscrire, etc. Et donc, il s'agit d'exercer notre capacité critique, de prendre conscience du fait que nos existences, en fait, elles sont holographiques, instant après instant. Alors là, je parle beaucoup de théorie, vous voyez, il ne parle pas de lui, là, mais je reviens après, d'accord? euh, et ce n'est pas facile, justement, d'admettre que instant après instant, en fait, nos existences sont des hologrammes de l'ensemble de la société, de la culture, de l'économie. Que ce qui se verse en nous, c'est toutes les contradictions du système dans lequel on vit. Hein. Pour ne prendre qu'un seul exemple brutal, hein, nous sommes à la fois des surbouffeurs et des malbouffeurs et des consommateurs effrénés de médicaments et de services médicaux. Et le système trouve ça absolument génial, parce que c'est comme ça qu'on fait du fric. On verse le poison d'un côté, puis on propose le contrepoison de l'autre, puis ça continue comme ça. Et donc nos existences, elles prennent les deux, on est là-dedans. On ne s'en rend pas toujours compte. Alors, et parce que la plus simple des situations, comme préparer un repas bio dans ma cuisine, peut être une sorte de capsule de toutes les contradictions que l'on vit. Je me souviens qu'on regardait avec mes étudiants, encore cette année, au semestre passé, un film qui s'appelle Vivre autrement, que je vous conseille, c'est un film français, de personnes qui ont choisi de vivre autrement. Il y a notamment un couple de nomades. Et je me souviens d'être frappé par le fait à la fois de trouver absolument génial leur courage et leur force, et de me dire, mais en fait, quand je regarde le détail du film, hein, le reportage sur eux, ils ont une remorque, ils ont des gobelets en plastique, ils utilisent des seaux en plastique pour porter leurs trucs, et tac, ça y est. Par le seau en plastique qu'utilisent ces gens, mais vraiment très impliqués dans un néonomadisme, tout le système économique pétrolier, de fabrication de plastique à travers les carburants fossiles, d'économie d'échelle qui fait que ce seau est fabriqué en Chine pour 1 franc 0,1, etc., vient dans leur vie, même à eux. Et donc, on est constamment là-dedans.
D'où le retour constant à l'acceptation critique, c'est un cycle constant, hein, différentes questions que je me pose tous les jours et je pense que vous aussi. Qu'est-ce que j'accepte parce que je dois l'accepter, donc même si je désapprouve profondément? Qu'est-ce que j'accepte parce que je l'approuve? Alors là, typiquement, c'est le truc majeur que les gens aujourd'hui acceptent pleinement, c'est je ne connais personne, à part Ivan Illich, si vous l'avez lu un peu dans les années 70, qui disent moi, je trouve cette société tellement merdique que moi, les médecins, les hôpitaux, les médicaments, non, par exemple. Autre question, qu'est-ce que je ne peux absolument pas accepter? Mais du coup, est-ce que je peux vraiment le changer? Et si pas, à quoi bon m'y opposer? Est-ce que c'est seulement pour me sentir malheureux? Alors ça, c'est un peu l'histoire de ma vie. Vous ne me connaissez pas, mais voilà. Et je dirais se sentir et ça aussi, c'est des catégories que les philosophes ont développées depuis des siècles, hein, et qu'aujourd'hui, quand on parle de ça, nos petits postmodernistes économistes, ils couinent parce qu'ils trouvent ça, c'est quand même incroyable qu'on ose dire des trucs pareils sur les gens, etc. En fait, cette notion de conscience malheureuse, c'est une catégorie philosophique, hein. C'est l'idée qu'on est, et ça participe de la notion d'aliénation, on est quelque part, le fait de se sentir malheureux et pas de ce monde, c'est souvent, plus souvent qu'on ne croit, en fait, le dernier refuge pour celles et ceux d'entre nous qui se sentent à la fois impuissantes à changer et qui ne peuvent absolument pas accepter ce qu'ils n'arrivent pas à changer. Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Bah, on est dans ce qu'on appelle la conscience malheureuse. Alors, dans la société hédoniste couineuse d'aujourd'hui, c'est pas ah non, mais comment tu oses dire à tes étudiants qu'ils sont dans la conscience malheureuse, non mais attends, et leur bien-être, et puis etc. Bref, j'exagère un petit peu, mais il y a quand même ce côté qui fait que c'est pas évident d'amener ces questions-là, hein. Et dernière chose, et qu'est-ce que je peux changer ici et maintenant? Alors ça, c'est là le truc sans arrêt, hein. Dans tous les exposés que l'on fait sur ces questions. Oui, mais moi, qu'est-ce que je peux faire maintenant? C'est bien beau vos trucs de système, mais moi, aujourd'hui, qu'est-ce que je peux faire? Et c'est légitime, mais qu'en est-il si les petits changements qui me sont accessibles laissent en fait intact et même renforcent, parce que je m'y consacre, hein, renforcent les grands dysfonctionnements. À force de petits changements, on sait qu'on renforce les dysfonctionnements majeurs. À force de faire du zéro déchet et de mesurer nos volumes de plastique dans nos poubelles, ben le système bancaire financier continue à fonctionner, hein. Personne personne n'observe nos prouesses de zéro déchet. C'est pas du tout que faut donc évidemment arrêter le zéro déchet parce que ça sert à rien. C'est pas du tout ça. Je veux pas être mal compris. C'est que, et on le voit dans la manière dont c'est marketé aujourd'hui, que tout le monde trouve ça absolument. C'est la première chose dont on doit se méfier, c'est quand tout le monde trouve ça génial. Le zéro déchet, c'est génial. Pourquoi? Parce que ça permet effectivement un sentiment. Alors, et c'est pas moral ce que je dis parce que je suis tellement nul que je le fais même pas moi-même. Mais je veux dire, euh, 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 ça donne forcément le sentiment réel d'un contrôle sur quelque chose. Bah parce que ouais, je regarde dans ma poubelle, il y a combien dedans, ça, donc nickel, hein. Mais devenir partie du mouvement de Bea Johnson, aller à ses conférences sans arrêt, interagir avec des gens qui font aussi du zéro déchet, point, ça devient malheureusement, enfin, c'est embêtant de devoir dire ça, mais ça devient une forme de plus de ben, je vais faire du zéro déchet, mais le militantisme politique pour renverser le capitalisme, ben, ce ne sera pas moi, ce sera quelqu'un d'autre, hein, parce que moi, je n'ai pas le temps, je n'ai pas envie, j'ai mes enfants, etc. Et c'est effectivement objectivement comme ça, on est d'accord, hein. Le problème, c'est que du coup,
qu'on le veuille ou non, et ça fait partie de la conscience malheureuse, et donc, vous voyez, comme vous n'aurez pas dû venir à ce séminaire, c'est que passivement et en creux, si tu veux, on va se tutoyer, hein, si je fais du zéro déchet sans l'accompagner d'un militantisme politique qui a ses défauts, qui est casse-pied aussi, qui est vraiment pas marrant, etc., ben, ça va parfaitement être compatible avec les grands dysfonctionnements qui se poursuivent. Et je n'ai pas de réponse, si tu veux. Je ne suis pas en train de dire, et donc, voyez, vous êtes tous des nuls, c'est n'importe quoi ce que vous faites. Ce n'est pas du tout ça. Mais on est dans cette conscience du fait que, au niveau systémique, on n'a pas prise et on ne voit pas très bien comment avoir prise a priori. C'est un peu dur, mais je pense que ces contradictions-là, elles sont clairement présentes. Comment supporter la douleur de la conscience de ces contradictions? Et alors là, je vous raconterai très brièvement un incident qui est arrivé mais ce dimanche. J'étais en train de lire Paul Shepard, qui est un auteur américain, un des pionniers de l'écopsychologie, qui a écrit un livre qui s'appelle Nature and Madness, en fait, dans lequel il argumente que comment, la modernité destructrice de la nature vient du fait que nous sommes rendus, mais collectivement, nous sommes rendus fous par la culture dans laquelle nous avons fini par vivre. La culture post-agricole, l'avènement de l'agriculture pour Shepard, comme pour beaucoup de gens, est le début de la fin. Et je pense qu'il a raison, hélas. En fait, l'industrialisation n'est que la deuxième phase de la naissance de l'agriculture, c'est-à-dire de la compulsion du contrôle de la nature, du fait de dépendre de la nature plutôt que d'en recevoir l'abondance, etc., de vouloir la manipuler. Bref, je suis en train de lire ça, je lis des trucs où Shepard parle de la socialisation des enfants dans les sociétés de chasseurs-cueilleurs, sur la base de résultats scientifiques. On peut montrer qu'en fait, maintenant, les chasseurs-cueilleurs, certes, vivaient un peu moins longtemps que nous en moyenne, mais étaient en nettement meilleure santé sur plein de plans, travaillaient beaucoup moins et étaient largement plus heureux que nous. La grande fiction, la grande narration du progrès aujourd'hui, c'est que nous sommes tellement mieux que ces gens-là. Et Shepard, alors il écrivait dans les années 70, il s'est toujours opposé à cette notion-là. Bref, je lis tout ça, je sens descendre en moi la fameuse, le fameux poids de la réflexion critique, de l'acceptation critique qui devient plus critique que acceptation. Et puis, ma compagne me propose d'aller se promener au bord du lac. Je dis, bon, ok, d'accord, on y va. Mais plutôt parce que tu as envie que parce que j'ai envie. Mais enfin, bon, d'accord, c'est dimanche, il fait beau, enfin, etc. Et ce qui était frappant, c'est que tout, dans cette promenade autour du lac, du trajet en voiture jusqu'au parking, jusqu'au fait de marcher sur des chemins avec du bitume, de voir les bancs au bord les gens collés à leur téléphone en train de marcher en bavardant excusez-moi, mais de d'âneries à gauche, à droite. Je dis, bah, alors je le fais moi-même aussi, mais hein, il y a une espèce de changement de gestalt qui s'est produite où tout paraissait comme la validation de cette absurdité que nous vivons jusqu'à, vous la connaissez, hein, ce petit enclos qu'on a fait pour les oiseaux là, près du lac, près de Prévrange, sur le lac. Ça me paraissait ni plus ni moins qu'une réserve d'Indiens de plus qu'on avait installée et où les touristes venaient au bord du lac faire des photos de loin, des jolis petits oiseaux à qui on avait laissé genre 100 mètres carrés où les humains n'allaient pas faire intrusion. Bref, c'était très pénible. Ça a déclenché une crise conjugale qui est toujours en cours parce que, ben voilà, parce que ma compagne disait, ouais, mais enfin,
c'est quand même pas possible, quoi. Tout est nul, tu râles sur tout. Enfin, bon, bref, d'accord. Donc, tout ça pour dire que, comme pour vous tous, j'imagine, ça déclenche des trucs, hein, cette conscience malheureuse. Mais, mais fondamentalement, on est dans une, je pense en fait, dans une tension émotionnelle dont on se rend même plus compte et dont on veut, et je dis bien, c'est pas un jugement moral, etc., hein. Je pense qu'on ne veut pas s'en rendre compte parce qu'on se rend bien compte que sinon, bah, dans l'heure qui vient, je fais quoi? Rien, je peux rien faire. Quand je dis à mes étudiants l'anthropologie qui est politique, Mmh. ben, c'est comme les féministes qui disaient, qui le disent d'ailleurs à raison toujours, hein, le privé est politique. Mmh. Ce qui se passe dans les relations de genre dans une famille, c'est totalement politique, mais c'est la même idée. Mmh. Et donc, mais pour une féministe de la même façon, c'est pas parce que j'arrive à régler, à persuader enfin mon mec qu'il faut que tout soit égalitaire, que j'ai changé quoi que ce soit au niveau de la société. Ouais. Prendre mon vélo et ne plus avoir de voiture, si c'est un geste exemplatif et que ça s'insère dans quelque chose qui porte vers le collectif, c'est génial. Si c'est un repli de bonne, pas seulement de bonne conscience, mais simplement de, parce on a l'impression qu'on a déjà tellement sur le dos que c'est tout ce qu'on peut faire. Mmh. Je pense que c'est vrai pour beaucoup de gens, mais ça témoigne en soi, en plus, pour moi, ça me rend triste quand j'entends ça, ou quand je le ressens pour moi, parce que je me dis, ben ouais, voilà, je suis tellement naze à cause des contraintes d'ensemble de tout ce système dans lequel on vit, l'hypothèque, la banque, la mobilité, les trajets, les gosses, l'école, enfin tout, tout. Je suis tellement pompé par tout ça que la seule chose que j'ai le temps de faire, entre guillemets, c'est de regarder si je mets beaucoup de déchets plastiques dans ma poubelle. Mmh. Et ça ne veut pas dire que c'est mauvais de regarder les déchets plastiques. Ça veut dire que une fois qu'on se rend compte que c'est le seul truc qu'on a encore l'énergie de faire, et encore, on se dit, mais c'est quand même, qu'est-ce que c'est et quand je lisais Shepard sur la socialisation des enfants et sur les relations de travail dans des sociétés de chasseurs-cueilleurs, je me disais, mais c'est pas vrai, quoi. Dans quoi est-ce qu'on est? Vous voyez, c'était ça. C'est vraiment Mmh. l'intrusion du système dans la conscience individuelle qui est vraiment douloureuse. Mais je vais introduire une série de concepts qui sont intéressants, je pense, alors qui sont probablement, si je comprends bien, ils sont complémentaires au travail qui relie. Donc, pratique existentielle écologique intégrale, c'est comme ça qu'on l'appelle, c'est pas super joli, c'est des autres idées de nom, par contre, on est preneur. C'est quoi? C'est une méthode qu'on développe donc ici à l'UNIL sur la base de mes travaux et de ceux de Sarah. Alors, il y a deux bouquins notamment de ma plume qui sont importants, je vous les mets là pour si ça vous intéresse de les regarder. Il y a un article de Sarah paru l'an dernier dans Environmental Values qui est aussi exactement dans le même sens. Ça, c'est un peu les bases scientifiques, académiques sur lesquelles on part. Mais bien sûr, il y a tout un héritage, et pour moi notamment, tout un héritage philosophique qui vient d'un auteur américain qui s'appelle Ken Wilber, dont je me suis beaucoup servi pour écrire ces deux ouvrages dont je viens de parler. Il a une approche des 4 cadrans où il dit la chose suivante. De nouveau, je vais être très carré et très rapide parce que je n'ai pas beaucoup de temps. La réalité, à tout moment, on y reviendra ce soir en détail, hein. On fera des méditations autour de ça, des visualisations, etc. La réalité courante actuellement, au moment où je vous parle, elle est une circulation constante entre 4 cadrans, 4 dimensions du réel qui sont constamment actifs et présents, même quand on ne s'en rend pas compte. Il y a le je, ça en principe on, on en est conscient. Il y a le nous, alors on en est aussi assez conscient, en virtuel un peu moins, mais dans des groupes certainement. Mais il n'y a pas que euh, le nous du petit groupe, il y a tout le nous de plein d'autres dimensions politiques, culturelles, etc. Je vais y revenir. Il y a le ça singulier qui est en fait le volet objectif du jeu.
c'est-à-dire la contrepartie objective, c'est l'organisme, tous les fonctionnements des individus dans la nature, et aussi des individus, si on pense à l'intelligence artificielle, enfin toutes les entités qui sont systémiquement closes et qui fonctionnent comme des organismes. Et puis il y a le ça pluriel qui est les grands systèmes naturels et sociaux et culturels. Okay. Wilber, dans son livre, c'est juste un livre, c'est son livre principal le plus connu, mais il a écrit des tas de choses, présente ça comme ça. Donc et lui, il est arrivé à cette cartographie du réel par la lecture de milliers d'ouvrages. Enfin, il raconte dans un de ses livres comment sa maison entière dans le Colorado était remplie de feuilles jaunes. Vous savez, les trucs américains, là, les feuilles jaunes. Dans le salon, dans sa chambre à coucher, dans le grenier, dans la cuisine, partout. Il avait posé les différentes manières dont différents philosophes conceptualisaient le réel. Il a essayé d'en faire une synthèse. Il est un peu prétentieux, Wilber, mais il n'est vraiment pas con. Et donc, le cadran supérieur gauche, c'est le domaine des émotions, des pensées, des états méditatifs. Le cadran supérieur droit, c'est celui des corps, des énergies, si on a des intérêts pour ça, de l'organisme, des comportements observable, tout ce qui est observable chez les individus. L'inférieur gauche, c'est le domaine du sens partagé, des relations, de la compréhension mutuelle, et l'inférieur droit, c'est le domaine des systèmes, des environnements et des technologies. L'idée, c'est qu'au moment où nous sommes en train de parler et d'écouter, ces 4 dimensions sont pleinement actives, pas seulement le supérieur gauche. Hein? Le plus simple, c'est de savoir que notre organisme est en train de fonctionner sans qu'on y prête attention, mais clairement, trivialement, l'inférieur droit est en train de fonctionner au sens où la nature nous fournit constamment l'oxygène pour respirer, tous les systèmes biologiques fonctionnent, les systèmes technosociaux fonctionnent pour que j'ai du courant dans mon ordinateur, je sois en train de vous parler. Et évidemment, le langage, la compréhension mutuelle, les relations dans lesquelles nous nous trouvons sont actives au moment même où je vous parle. C'est-à-dire, l'idée, c'est que le réel, il est cette carte-là. Et alors, dans mon bouquin de 2009, j'ai un peu proposé une spécification en disant on a sur le côté droit, sur le côté gauche, les conceptions individuelles collectives, sur le côté droit, les mécanismes individuels collectifs. Dans le haut, on a les individuations subjectives et objectives, et dans le bas, on a les institutions. Okay. Les systèmes mécaniques socio-écologiques et les institutions politiques, culturelles, etc. Et de nouveau, tout ça fonctionne en synchronie, ce qui fait que tous ces cadrans sont en interaction constante. Je vous raconte tout ça parce que ça veut dire que quand on parle du moment présent, quand on parle dans le travail qui relie ou dans d'autres domaines de l'écopsychologie, de sentir, de devenir, d'éprouver une machine qui fonctionne autour de nous, toute la nature qui est là, présente en nous, les espèces disparues ou présentes qui existent sans que nous nous en rendions compte, parfois même sans que nous le sachions, sauf que la science nous informe, etc. C'est une chose, mais l'économiste, le sociologue et le technologue ajoutent à cela que tout le reste fonctionne également. L'argent est en train de circuler pour faire amener des multitudes de biens et de services au moment où j'en ai besoin, au moment où je vous parle. L'électricité, l'énergie circule, etc. etc. D'accord ? Et cette circulation, je l'ai, dans mes 2 bouquins, là, je l'ai explicité par des interactions entre les différents cadrans. Il y a l'idéologie du moi situé, il y a, alors on ne va pas maintenant faire tout le détail de ça, mais il y a le domaine des neurosciences, le fait que la conscience est neuronale, le fait que l'individu fonctionne dans un système, donc le ça singulier et le ça pluriel sont articulés l'un à l'autre, le fait qu'une culture est reflétée dans un certain fonctionnement du système économique et social, ça c'est l'articulation entre inférieur droit et inférieur gauche, etc. etc. D'accord ? Donc on peut tous les liens entre les différents cadrans, y compris les autoréférences
du cadran par rapport à lui-même, qui travaille en lui-même, hein, qui évolue. C'est chaque fois des dimensions du réel qui sont agissantes actuellement, au moment et à tout moment, sous des formes différentes selon les époques, les cultures, les régions, etc. Mais tout ça est présent. Donc c'est intéressant de voir que, c'est ça que j'appelais l'inconscient économique et écologique. Le moi que je suis en train de vous parler, il est, et vous chacun et chacune, on est dépassé infiniment par toutes ces dimensions-là, tout en étant l'hologramme qui résume à tout moment, à sa façon située, l'interaction de tous ces cadrans. Okay. Alors, ce qui structure les 4 cadrans, c'est ce que j'ai appelé tout à l'heure les axiomes. Je ne vais pas les expliciter maintenant, mais c'est toutes les grandes idées qui font que le monde a un sens pour nous. Donc, quand on regarde ce réel-là, toutes ces dimensions, elles ont une cohérence pour nous, parce que sinon on deviendrait fou, on a l'impression que le réel n'a pas de sens. Si le réel est intelligible, c'est qu'il y a des principes unificateurs qui donnent sens à la vie, qui donnent sens à la vie en commun, qui donnent sens à la réalité. Hein, ça va de la concurrence à la solidarité, à la consommation, etc. Et ça change selon les époques et selon les moments et les endroits. Il y a à chaque fois des axiomes individuels et collectifs, des façons d'agir, des prescriptions, des règles, des modes d'être qui valident la réalité et sa cohérence et qui sont validés par la réalité et sa cohérence, d'où les flèches dans les deux sens. D'accord ? Excusez-moi si je vais un peu vite, mais je veux respecter le temps. Alors, ce que Wilber ajoute dans son livre, là j'ai dû séparer les 4 cadrans en 4, enfin en même temps ça devrait être réuni. Hein. Vous avez le supérieur gauche, le supérieur droit, l'inférieur gauche, l'inférieur droit, d'accord? Et dans chacun de ces 4 cadrans, il y a des dimensions. Si je prends le supérieur gauche qui est celui du jeu, il y a l'évolution morale, l'évolution spirituelle, l'évolution cognitive de la personne que je suis. Dans l'inférieur gauche, dans l'inférieur droit, par exemple, il y a l'évolution des modes de production, l'évolution du système économique, l'évolution du système politique. Ce sont des flèches qui mesurent les étapes évolutives que nous avons parcourues. Ça ne veut pas dire qu'on est toujours au bout de la flèche, on peut avoir des régressions, on peut monter et descendre le long de la flèche, mais ce sont toutes les expériences que les individus, collectivement et individuellement, ont faites et qui sont accumulées par l'humanité. Et au niveau supérieur droit, c'est tout ce qui est l'évolution des organismes, le système digestif, le système nerveux, le système limbique, tout ça a évolué chez les mammifères, chez les organismes supérieurs, etc. Donc, ce graphique essaie de résumer tout ce qu'on peut avoir en termes d'évolution qualitative au cours du temps des différentes dimensions du réel. Donc, il y a un aspect horizontal, ce que j'appelle le champ, la cohérence du réel à un moment donné, et puis il y a un aspect vertical qui sont la manière dont ce champ se déplace au cours du temps, vers le haut, vers le bas, se tord, se modifie, etc. Ça dépend. Évidemment, au supérieur droit, ça ne va pas trop bouger très vite, d'accord? Parce que les organismes évoluent relativement lentement. Par contre, dans l'inférieur droit, par exemple, ça peut bouger assez vite s'il y a des révolutions, des régressions, des effondrements, etc. On peut glisser assez vite le long de certaines de ces flèches. Et de nouveau, on peut représenter donc à un moment donné du temps, c'est ce que je fais dans mes bouquins, ce champ de cohérence du réel, il est comme étayé, suspendu sur les flèches d'évolution pour représenter où on en est dans le long des flèches, le long des directions d'évolution. Et de nouveau, on peut aller, c'est pas un modèle qui prescrit qu'on va toujours vers le haut et que c'est toujours du progrès à longueur de temps, hein, mais et la réalité du moment, elle a sa cohérence par les axiomes qui la valident et qu'elle valide. Okay. C'est ce que j'appelle le champ intégral du réel. C'est un modèle, hein, mais ça essaye d'être aussi complet que possible. Et finalement, et je vais en terminer par là, c'est encore un peu plus compliqué que ça, parce que ce champ intégral du réel, on peut considérer qu'il est
objectivement présent, même si on a du mal à le connaître dans son entièreté, parce qu'il faudrait connaître tout ce qui se passe au moment T, à l'instant T maintenant. Il y a plein de choses dont je ne suis pas conscient, etc. Mais en principe, on pourrait, avec un super cerveau, connaître ce champ-là du réel objectif dans lequel nous sommes maintenant en ce moment. En réalité, chacun de nous et chacune de nous a une version de ce champ dans sa tête, sa vision du monde, son modèle qui explique la cohésion du réel selon elle ou lui. Et ça donne ça. Du coup, c'est compliqué parce que ça veut dire que le champ objectif du réel, qui est très gros, très énorme, etc., il est influencé en même temps par la version micro du champ que chacun de nous a dans sa tête, qui influence nos actions, nos choix politiques, notre manière de voir le monde, etc., et qui va affecter le champ objectif et total du réel. Voilà. Alors, c'est avec ce modèle-là, si vous voulez, alors je pense qu'il est très complémentaire de l'écopsychologie et du TQR, et notre entreprise avec Sarah et d'autres qui seraient intéressés, c'est de compléter cela, d'en faire vraiment un outil de réflexion. Et ce qu'on va faire ce soir, c'est une première exploration un peu pilote de ça pour voir comment ça tourne au niveau de la prise de conscience des dimensions du réel, la conscience malheureuse ou pas, comment on arrive à utiliser ce genre de modèle pour arriver à progressivement avoir une conscience plus élargie. C'est un état de conscience élargi, mais sans substance. Euh, euh, une conscience plus élargie de tout ce réel qui vient sans arrêt se verser en nous et que nous validons, en fait, parfois sans nous en rendre compte, par nos propres actions, ce qu'on fait. Hein, est-ce qu'on fait que du zéro déchet ou est-ce qu'on fait de la militantisme politique, etc. Le schéma que vous avez là devant les yeux, il résume un peu notre discussion sur le zéro déchet, d'accord? Même si ça a l'air un peu bizarre. Okay, c'est une façon de faire. C'est un modèle, d'accord? Mais un modèle dont on espère qu'il va être opérant et intéressant pour certains états de méditation et de prise de conscience qu'on va explorer dans l'atelier de ce soir. Voilà. Exactement. C'est une façon de le dire. Hein. C'est-à-dire, à condition que tu entendes paradigme au sens très très large du terme. D'accord? La conception que tu as de toi-même, qui est incluse dans le paradigme pour le coup. Ce n'est pas juste un paradigme d'idées sur la société. Ça, c'est juste le cadran inférieur droit. Mais même ta conception à toi de l'évolution ou de qu'est-ce qui fait que l'hérédité est comme ci, comme ça. Alors, il y a des gens pour qui certains cadrans sont vides parce qu'ils ne se sont jamais posé la question. Donc, en général, ils mettent le défaut conventionnel à la place pour remplir le cadran. Il est toujours rempli, mais il est vide au sens où on n'y a pas réfléchi nous-mêmes. D'accord? Le but de ce soir, ce ne sera pas de transmettre une doctrine de plus, hein, mais effectivement de donner un outil. Alors, on peut toujours dire qu'au niveau supérieur, c'est une doctrine parmi d'autres de la manière dont on peut être critique. On est d'accord. Mais l'idée, ça va pas être de dire à chacun et chacune ce qu'on pense. On ne va pas te dire, nous, Brigitte, on pense que tu penses ceci. Ça, c'est toi qui vas découvrir si la méthode est bien faite. Peut-être que tu arriveras, d'autres arriveront à devenir conscient de certains phénomènes auxquels on n'a pas l'habitude de penser quand on est assis sur sa chaise et qu'on travaille, tout ce qui est en train de se passer en nous et autour de nous et qui influence en fait chaque instant de la réalité commune avec tous les autres. Le but, c'est de faire venir ça en toi par des méditations guidées qu'on fera et que peut-être à certaines occasions, on pourra aussi discuter, voir leur efficacité, si vous trouvez que ça joue bien ou qu'il faut les changer, enfin, etc. Mais, donc, c'est un travail qu'on développe là et qu'on souhaite faire avec vous.